vérité au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Éviter une flambée d'après-fête, c'est l'objectif que s'est fixé la Coordination nationale de riposte contre la Covid pour le Ramadan et l'Ascension. Et ce mercredi, elle a dévoilé ses nouvelles stratégies à la presse à découvrir dans ce journal. Et puis, les cours en ligne ont débuté à l'université de Lomé depuis cette rentrée. Comment se déroule-t-il justement? Eh bien, vous le découvrirez dans le dossier immersion de cette édition. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Forest Zimnania Zingbe. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté 4 communications. Le compte rendu avec le ministre Christian Trimois des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement. Communiqué du Conseil des ministres du 12 mai 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de son Excellence, M. Faure Essozmna Nyasingbe, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté 4 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil des ministres a examiné le projet de loi modifiant la loi organique numéro 2020-003 du 24 janvier 2020, fixant les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et des agents publics. Ce projet de loi vise à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption, les conflits d'intérêts. Il introduit des modifications permettant de préciser et d'assouplir la procédure de déclaration des biens et avoirs. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2019-189/PR du 5 décembre 2019 portant attribution, organisation et fonctionnement de la commission d'expropriation. La commission d'expropriation, COMEX, a été créée pour gérer d'une manière participative et systémique le processus d'indemnisation et de compensation des personnes affectées par les expropriations pour cause d'utilité publique. Tirant les enseignements de la pratique récente, ce projet de décret vient compléter le décret existant par des dispositions relatives aux modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions ad hoc qui pourront être créées au besoin pour la gestion des expropriations sur des projets complexes et stratégiques. Cette évolution permettra d'associer notamment des personnes ressources telles que les préfets, les maires, des personnalités indépendantes, des membres du gouvernement pour la libération des emprises de certains projets jugés complexes et stratégiques. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à l'élaboration du rapport national en vue de l'examen périodique universel au titre du 3e cycle, présenté par le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, chargé des relations avec les institutions de la République. L'examen périodique universel est un mécanisme établi par le Conseil des droits de l'homme, institué par l'Assemblée générale des Nations unies. Il permet au Conseil des droits de l'homme de faire le suivi et d'accompagner par des recommandations chaque État dans l'accomplissement de ses engagements internationaux en matière de protection des droits de l'homme. La présente communication vise à mobiliser l'ensemble des acteurs du secteur public pour une bonne préparation du rapport pays. Le Conseil des ministres a instruit le ministre chargé des droits de l'homme de procéder au lancement de ce rapport
avec les parties prenantes et de manière inclusive. Le Conseil a écouté une seconde communication sur la stratégie d'intervention dans le cadre du renforcement de la formation à la citoyenneté, présentée par le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté chargé des relations avec les institutions de la République. Cette communication fait le point sur les actions entreprises en matière de formation civique et propose la mise en place d'un conseil d'orientation stratégique composé des administrations publiques, de la société civile et des personnalités indépendantes. Le Conseil des ministres a approuvé la mise en place de ce conseil d'orientation stratégique qui aura pour mission d'améliorer les outils et de renforcer les capacités des structures dédiées à la promotion du civisme et à la formation à la citoyenneté. Le Conseil des ministres a ensuite écouté une communication relative aux ateliers d'appropriation du nouveau Code de la presse et de la communication, présenté par le ministre de la Communication et des Médias. En vue d'améliorer l'appropriation du nouveau Code de la presse et de relever le défi de la professionnalisation du secteur de la communication, les premiers acteurs du secteur des médias ont été formés lors de 2 ateliers tenus respectivement à Tapamé et à Kara. Pour accompagner la transformation des organes de presse en sociétés de presse et préparer la mise en place du Fonds de soutien et de développement de la presse, le Conseil des ministres a instruit le ministre chargé de la communication de faire les propositions en vue de définir les moyens à mettre en œuvre pour accompagner les acteurs des médias et de la presse. Le Conseil des ministres a écouté une dernière communication relative au guide national d'élaboration des plans de développement locaux au profit des collectivités territoriales. Cette communication a été présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, chargé du développement des territoires. Le guide national d'élaboration des plans de développement communaux, élaboré en 2014, est un outil de planification stratégique et opérationnelle permettant de programmer et d'exécuter les projets de développement au plan local. La perspective de l'émergence des communes, ainsi que la nécessité d'arrimer les plans de développement communaux aux nouvelles orientations nationales de développement ont rendu urgent l'actualisation du dit guide. L'objectif est de disposer des documents de mobilisation et de plaidoyer permettant d'impliquer un plus grand nombre d'acteurs dans la gestion des affaires de la cité et de rapprocher les communautés entre elles afin de promouvoir le développement harmonieux des territoires. Au titre des divers, le Conseil des ministres a écouté un premier compte-rendu du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières informant sur la situation du couvert végétal de notre pays et de l'exportation du bois brut. Afin de gagner le pari du développement durable et profitable aux populations, le gouvernement entend lancer une campagne de reboisement massif visant à planter 1 milliard d'arbres au cours des 10 prochaines années. Pour préserver ce couvert végétal, une série de mesures sont envisagées, notamment l'interdiction de l'exportation de bois brut ou semi-brut. Le Conseil des ministres a enfin entendu un compte rendu du ministre chargé de la Santé sur la situation de la pandémie à Covid-19 et sur la stratégie de vaccination. Fait à Lomé le 12 mai 2021, le Conseil des ministres. Et juste après le compte-rendu, le ministre Imo a répondu aux questions des journalistes présents. Il a notamment répondu à la question sur comment saisir la commission d'expropriation lorsqu'on est lésé et comment se déroule le processus d'indemnisation. Je vous en propose un extrait. Le gouvernement avait adopté une loi en 2014, qu'on appelle la loi sur la modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie. Et c'est cette loi qui organise le cadre juridique dans lequel les expropriations se font dans notre pays. Cette loi avait prévu la mise en place d'une commission d'expropriation. Cette commission a été mise en place par un décret de 2019. Et comme vous l'avez indiqué, elle est composée d'à peu près une quinzaine de personnes. Mais ce sont les mêmes qui doivent s'occuper de tous les projets stratégiques qui existent sur le territoire. Parce que ça faisait que le calendrier d'indemnisation commençait à prendre du temps. Et donc le Conseil des ministres aujourd'hui a estimé qu'il fallait modifier le décret qui met en place cette commission d'expropriation, qui est une commission nationale,
pour permettre la mise en place de plus petites commissions, c'est ce qu'on appelle les commissions ad hoc. C'est-à-dire de petites commissions qui, elles, peuvent rapidement intervenir pour discuter avec telle ou telle personne concernée par une expropriation, notamment lorsque ce sont des dépendances d'une grande expropriation qui est faite. Vous avez évoqué le cas d'Adétikopé. Mais si on a à côté d'Adétikopé des petits espaces à dégager très rapidement, il vaut mieux mettre une petite commission qui va rencontrer les acteurs concernés, les personnes concernées, discuter avec elles et établir rapidement les préjudices qu'il faut compenser, établir les dédommagements qu'il faut faire et puis régler ces questions rapidement. Et vous suivrez en intégralité ce point de presse d'après compte rendu du Conseil des ministres. Et je vous donne lecture à présent de ce communiqué du gouvernement. Cette semaine sera célébrée la fête de fin de jeûne du Ramadan. Cette célébration est habituellement marquée par des prières de masse, des regroupements de familles et des attroupements de tous ordres susceptibles de favoriser la propagation du nouveau coronavirus et par conséquent une flambée de la pandémie à la Covid-19 dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement rappelle les dispositions suivantes en lien avec les mesures barrières édictées depuis l'apparition de la pandémie. 1. La prière de circonstance se déroulera sur les terrains ou lieux habituels consacrés à partir de 9h et prendra fin à 9h30 dans les conditions ci-après. Pas de protocole ni de médiatisation. Le port obligatoire et correct de masques. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. La distanciation physique. 2. Sont interdits les regroupements et attroupements, notamment les regroupements domestiques. Les séances de danse et de chant accompagnées de tam-tam. Les randonnées à la plage. Par ailleurs, le gouvernement rappelle que la campagne de vaccination se poursuit dans toutes les régions du pays et se traduira notamment par le début de l'administration de la deuxième dose dès la semaine prochaine. Le gouvernement souhaite une bonne célébration aux concitoyens de confession musulmane et compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous et de toutes pour le strict respect de ces différentes mesures visant à endiguer la pandémie dans notre pays. L'Université de Lomé est de plein pied dans la digitalisation depuis plusieurs mois déjà. L'on en veut pour preuve les cours en ligne introduits à la rentrée académique 2020-2021. Tout converge désormais vers la plateforme dénommée Moodle. Comment se déroulent alors ces cours en ligne et quels en sont les avantages aussi bien pour les étudiants que leurs enseignants? Élément de réponse dans ce dossier signé Barty Boissa, Ulrich Amiga, avec la voix de Sonia Aminikbo. Depuis la rentrée 2020-2021, l'Université de Lomé a opté pour les cours en ligne. Dorénavant, étudiants et enseignants peuvent se retrouver grâce à la plateforme Moodle, initiative des autorités universitaires. L'enseignant, il a son code d'accès, il a ses enseignements, ses unités d'enseignement qui sont sur la plateforme et il alimente l'unité d'enseignement avec son scénario pédagogique. Il met les objectifs, il met les résumés, il propose des exercices, il propose des commentaires, il donne les consignes, il met les documents importants, il peut mettre des vidéos, il peut même enregistrer une explication de 2 à 3 minutes et mettre tout cela à disposition. L'étudiant qui s'inscrit a également des identifiants. Et il va sur la plateforme, il va dans son établissement et s'il y a un devoir à faire, il a le temps de faire son devoir et de l'envoyer, de le déposer pour l'enseignant. Que ce soit avec leur téléphone Android ou ordinateur portatif, certains étudiants y trouvent dès lors un intérêt. Le cours en ligne nous permet de gagner plus de temps pour faire nos recherches personnelles. Donc, les cours en ligne aussi nous permettent de poser directement les questions aux professeurs sur le chat par rapport au présentiel, où on est la masse. Donc, nous sommes trop nombreux, le professeur ne fait pas des fois attention à nous, tout ça. Comme on est habitué à voir les profs en visuel pour qu'ils nous expliquent les cours et tout, là, ça nous bloque un peu. Ça donne l'impression qu'on est plus libre. Mais c'est un peu comme une liberté empoisonnée, en fait. Genre, on est libre, on dit, ouais, on a le temps d'apprendre après, et ça s'accumule. Pour d'autres, par contre, cela pose pour l'heure un problème d'adaptation et de l'accès facile à la connexion.
nos camarades qui n'ont pas d'ordinateur, c'est un peu compliqué pour eux parce que ils sont obligés de suivre les cours sur leur smartphone. Et le smartphone a un écran plus petit que l'écran de l'ordinateur. Donc c'est très compliqué, il faut agrandir. Tu ne sais pas si le prof est avec toi pour suivre ce que tu dis et souvent les réponses tardent à venir. Les cours en ligne proprement dit ont démarré à l'Université de Lomé en février 2021 après une expérience réussie un an plus tôt à travers les réseaux sociaux grâce à la plateforme collaborative Reschool. C'est donc une innovation pédagogique qui n'est pas sans difficulté. De la part des enseignants, c'était d'abord la question de la maîtrise de la plateforme Moodle. Puisque pour aller mettre un enseignement en ligne, il y a tout un travail préparatoire que nous appelons la scénarisation. Alors, si l'enseignant n'arrive pas à scénariser son enseignement, l'étudiant ne peut pas vraiment travailler. On a fait des formations, mais c'est toujours insuffisant, il faut le reconnaître. Et passer entre octobre, décembre, janvier à la mise en ligne des cours et à l'animation de cours en ligne, ce n'est pas du tout facile. Côté étudiant également, c'est tout à fait normal. C'est la première fois pour les nouveaux bacheliers, par exemple, d'être obligés d'apprendre en l'absence d'un enseignant en permanence qui donne des explications. Des difficultés, oui, mais les avantages du système sont énormes, avec surtout un suivi régulier à tous les niveaux instauré par les premiers responsables de l'université. L'enseignement est disponible tout le temps. Les activités d'apprentissage sont disponibles tout le temps. Les possibilités de poser des questions quand on ne comprend pas quelque chose, c'est tout le temps. Beaucoup d'avantages également pour les enseignants, puisque une fois que le cours est en ligne, vous n'avez plus besoin de recommencer ce travail. Mais chaque semestre qui vient, vous apportez des améliorations. Vous modifiez éventuellement les activités en apportant des activités meilleures aux précédentes pour l'apprentissage des étudiants. Un autre avantage de l'enseignement en ligne sur Moodle, c'est la possibilité de contrôler tout ce que l'enseignant fait, contrôler l'action pédagogique de tous les enseignants. En présentiel, habituellement, on ne sait pas ce que l'enseignant fait. On ne sait pas ce qu'il va dire aux étudiants pendant tout un semestre. Et à la fin, il fait une évaluation, il apporte une note. Mais avec Moodle, ce n'est pas possible. Les responsables d'établissement, les chefs de département, doivent valider d'abord votre syllabus de cours, doivent valider votre scénario pédagogique avant que vous ne puissiez mettre votre cours en ligne. Face donc à la massification des étudiants, le processus de transition numérique de l'Université de Lomé est ainsi enclenché et aussi bien les étudiants que les enseignants sont appelés à s'y conformer maintenant et progressivement. Évoquons à présent l'autre défi que veulent relever tous les pays de la planète, préserver Dame Nature face au changement climatique. Et l'une des actions porteuses est l'option de l'énergie solaire, une énergie qui fait du bien autant à l'environnement qu'aux utilisateurs eux-mêmes. Immaculée Baoué Abalo et Marie-Ange Bida nous en parlent dans le dossier qui suit. Kege Zogbedi, nous sommes au domicile de la famille Bini. Ici, l'énergie utilisée est essentiellement solaire grâce à ces panneaux photovoltaïques. La famille arrive à satisfaire depuis 3 ans tous ses besoins en énergie. Je peux dire que c'est formidable parce que avant même qu'on ne commence pas à utiliser ça, les gens nous disaient il faut 1 million, il faut 2 millions, 3 millions. Bon, quand on s'est approché d'eux, on a compris qu'on peut aller petit à petit. Selon les moyens que tu as, on te propose. Il y a un plus bas qu'il faut prendre d'abord avec l'utilisation domestique. Un peu, par exemple, une télé, 3 ampoules, vous commencez comme ça. Et petit à petit, on augmente la puissance. Une fois que vous installez, on vous montre comment utiliser. Si vous respectez ça bien, vous économisez et il n'y aura pas de dégâts. Outre les avantages économiques, l'utilisation de l'énergie solaire profite aussi à l'environnement. Les panneaux photovoltaïques ne produisent pas de déchets. Leur usage semble protéger l'écosystème. Son utilisation n'émet pas les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. L'utilisation de l'énergie solaire n'émet pas non plus de polluants qui endommagent l'environnement. Et son utilisation n'est pas en conflit
avec d'autres ressources naturelles. L'énergie solaire provient seulement du soleil. On capte les rayons solaires avec les plaques pour transformer en énergie et donc on ne détruit pas l'environnement. L'option de l'énergie solaire n'est pas un hasard. Elle est moins coûteuse avec bien d'autres avantages. L'utilisation de l'énergie solaire est avantageuse parce que si on installe les plaques solaires, on n'est plus dépendant donc des réseaux traditionnels à payer les factures tout le temps, ni exposé aussi aux coupures d'électricité qui nous créent parfois des dommages. Pour mieux en profiter, il faut se plier à un certain nombre d'exigences. Il faut approcher un professionnel du métier pour vous faire une bonne installation. Pour que votre installation puisse durer dans le temps, il faudrait qu'on fasse d'abord une expertise sur le lieu d'installation pour déterminer quelles sont les conditions pour faire l'installation dont le client a besoin. Et dans l'expertise, on répertorie la puissance de chaque appareil. C'est à partir de cette puissance qu'on détermine le nombre de batteries et le nombre de panneaux à installer. Le gouvernement entend rendre accessible l'énergie électrique à toute la population d'ici 2030. Privilégier les énergies renouvelables, cela aiderait non seulement à atteindre cet objectif dans le délai, mais également protéger l'environnement. Direction Diagbé pour évoquer le projet de développement rural de la plaine de la localité lancé depuis 2018. Et l'une des réalisations du projet est la construction de la retenue d'eau d'Akakopé pour venir à bout des difficultés liées aux inondations. Quelles sont alors les impressions des bénéficiaires de cette construction? Chaz Nambaga y a fait un tour ce matin. Voici son reportage. Construit en amont du bassin risicole de Diagbé dans la préfecture de Zio, cette retenue d'eau et ses multiples canalisations ont pour fonction première de recueillir l'eau de ruissellement pour l'irrigation. Dans cette tâche qu'ils accomplissent si bien, ils contribuent à résoudre un tant soit peu le problème d'inondation récurrent dans la localité. Il y a encore quelque temps, l'eau nous dérangeait, mais de nos jours, la situation s'est progressivement améliorée. Sincèrement, c'est mieux qu'auparavant. Il y avait des dépôts d'herbe sur l'eau, mais tout a été dégagé et c'est vraiment joli. Les problèmes d'inondation ne sont plus d'actualité parce que l'eau coule désormais des maisons vers la retenue et directement dans les caniveaux. Les populations de Diagbé et de ses environs y voient également dans cet aménagement hydro-agricole une opportunité pour développer des activités de maraîchage. Ça permet de faire les jardins. Sinon, avant même, au temps de la saison sèche, l'eau finisse ici. Carrément, on ne trouve plus de l'eau. Mais actuellement, quand ils ont fait, l'eau ne finit plus. Si on va encore plus loin, vous allez voir qu'il y a des parcelles là-bas cultivables. Comme ils ont fait le barrage là, c'est bon. Parce que ça va nous avantager à la sécheresse là. Les gens vont profiter pour faire le jardinage et tout ça là. Depuis la réalisation de cet ouvrage, des maisons poussent rapidement de part et d'autre et certains rêvent d'y voir implanter des activités nautiques et touristiques. Il serait encore souhaitable que l'on puisse avoir des pirogues motorisées ici lors des vacances pour que cela donne un visage plus attrayant du canton, comme le veut le président de la République. Cette retenue d'eau est l'une des composantes essentielles du projet de développement rural de la plaine de Diagbé, PDRD. C'est une initiative du gouvernement qui ambitionne de créer 4000 emplois directs et indirects et réduire le taux de pauvreté de 67% à 40% dans le canton de Diagbé et de ses environs. Il est exécuté à 96,7%. Il bénéficie de l'appui de la BADEA et de la BID. Actualité sanitaire à présent marquée toujours par la pandémie du coronavirus. Sachez qu'un groupe d'experts mandaté par l'Organisation mondiale de la santé OMS a durant une rencontre de ce mercredi lancé un appel fort pour la gestion de la pandémie sur le plan mondial. Et c'est un appel lancé et qui fait ressortir surtout la nécessité pour tous de mettre en place des réformes urgentes, réformes qui auront à préparer chaque État à la lutte contre d'éventuelles pandémies.
Plus de 3 300 000 morts à ce jour, des économies à genoux et des inégalités qui s'aggravent. La pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde dans lequel nous vivons et pourtant, cette crise sanitaire mondiale aurait pu être évitée dans les premiers mois. C'est la conclusion choc d'un panel d'experts indépendants mandaté par l'OMS. Il est clair qu'il y a eu en Chine et qu'il y a eu à l'OMS dans les premières semaines des retards et des hésitations. Certains de ces retards sont d'ailleurs dus à la lourdeur des procédures bureaucratiques de ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. Ces 8 derniers mois, ces experts les ont passés à étudier les mesures prises pour faire face à la pandémie et leur constat est sans appel. L'OMS a mis trop de temps à déclarer l'urgence de santé mondiale et à recommander le port du masque. Les États, eux aussi, sont critiqués. Absence de stratégie pour certains, levée trop précoce des restrictions pour d'autres, coopération internationale défaillante, voire inexistante. Le rapport parle d'une myriade d'échecs, de lacunes et de retards. Un cocktail toxique qui a permis à la pandémie de se transformer en une crise humaine catastrophique, le Tchernobyl du XXIe siècle selon le panel qui l'assure. Il faut d'urgence une nouvelle architecture du système international. Nous proposons une réforme de ce système d'alerte. Nous recommandons d'abord qu'il y ait à l'avenir une structure politique, une sorte de conseil de sécurité permanent sur les grandes urgences sanitaires. Un nouveau système mondial de surveillance fondé sur une transparence totale qui permettrait à l'OMS de publier immédiatement des informations sur les épidémies sans l'approbation des pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Demain, pour la première fois depuis longtemps, chrétiens et musulmans se partageront une même journée pour 2 célébrations, le Ramadan et l'Ascension. Des célébrations donc dans un contexte sanitaire marqué par la Covid-19. Et la coordination nationale de riposte contre la maladie rappelle à travers son point de presse les mesures retenues pour éviter justement une flambée après ces célébrations. Le compte rendu du point de presse de ce mercredi avec Dodo Waré. 2 fêtes combinées en une journée, cela arrive très rarement. L'ambiance aurait été tout autre si le coronavirus n'existait pas. Et comme il fallait s'y attendre, la célébration de l'Ascension et du Ramadan est soumise aux mesures et restrictions sanitaires en vigueur dans le pays. Des grands rassemblements et attroupements sont interdits. La coordination nationale de riposte appelle tous et chacun à se conformer aux mesures prises dans le récent communiqué du gouvernement. Dans ce communiqué, il y a eu des rappels de respect des mesures barrières. Il faut éviter le maximum de rassemblements. Il faut respecter les limites. Il faut respecter les gestes barrières. Et ces gestes barrières, nous les rappelons, c'est le port de masque, la distanciation sociale et aussi le lavage des mains. Chaque croyant devait prier dans son quartier pour éviter de se converger vers des endroits comme quelqu'un qui quitte Agon, il veut pour venir au stade de Kigué pour prier. C'est pour éviter les grands rassemblements. Et quand vous voyez, la durée de la prière a été bien précise. 8h, 8h30. Et après cela, il ne faut pas qu'il y ait des attroupements. La même prescription est faite à nos frères et sœurs chrétiens. La chose la plus importante, c'est surtout le respect des mesures barrières sur les lieux de prière. Le GMS est mobilisé sur le terrain pour veiller scrupuleusement à l'application de ces règles, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les lieux de prière, sur les routes, dans les restaurants, dans les bars, voire dans les maisons. Les chiffres de contamination ont considérablement baissé. Plusieurs clusters signalés entre-temps sont éteints et il y a de moins en moins d'hospitalisations. La stratégie de riposte du Togo, axée sur le renforcement de la surveillance, la sensibilisation et la vaccination,
porte visiblement des fruits. Nous occupons simplement un tiers de nos capacités, alors qu'il y a quelques semaines, c'était plein. À ce jour aussi, nous occupons à peine la moitié de nos capacités au CHR Lomé Commune. Et en corollaire, le nombre de cas diminue, le nombre de cas dans les centres de soins diminue, le nombre de décès aussi. Mais la situation sur le front de la maladie reste préoccupante. Car la pandémie, elle est toujours là. Quand on regarde dans certains pays comme en Inde, où la pandémie est presque à son acmé, et notre pays, le Togo, reste sous forte surveillance pour éviter la propagation de ce virus et surtout éviter la propagation des variants qui sont plus virulents. À partir du lundi 17, le Togo démarre l'inoculation de la seconde dose du vaccin AstraZeneca aux populations. Nous avons reçu il y a quelques jours 140 000 doses d'AstraZeneca de COVAX pour la vaccination d'une grande partie de la population. Comme vous le savez, nous l'avons toujours dit, nous tendons vers une immunisation collective. Donc nous invitons la population concernée pour la seconde dose. Pour la fiabilité des tests de Covid-19, la coordination rappelle à la population que seuls les centres agréés sont autorisés à le faire. Elle en appelle à la responsabilité des structures privées qui, soi-disant, font des tests de Covid à des coûts élevés. Et à ce jour du mercredi 12 mai 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 210. 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 807. 31 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1278 et le nombre de décès est de 125. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres ce jour. Je suis Yves Gallet, directeur de publication du journal La Symphonie. J'ai l'impression que le mécanisme des expropriations n'est toujours pas bien huilé. Cela m'amène à poser deux questions. Comment saisir la commission d'expropriation quand on est lésé? Et la deuxième question, concrètement, comment se déroule le processus d'indemnisation et de compensation? Je vous remercie. Vous abordez une question qui est importante et qui explique d'ailleurs pourquoi le Conseil des ministres a modifié le décret qui met en place la commission d'expropriation. Peut-être en rappel, il faut peut-être qu'on indique quand même. Le gouvernement avait adopté une loi en 2014, qu'on appelle la loi sur la modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie. Et c'est cette loi qui organise le cadre juridique dans lequel les expropriations se font dans notre pays. Cette loi avait prévu la mise en place d'une commission d'expropriation, c'est-à-dire une commission qui est chargée d'évaluer le préjudice subi par les personnes qui ont été expropriées, d'échanger avec elles, de dialoguer et d'établir les indemnisations et les compensations nécessaires et qui viennent régler la question de l'expropriation. Donc cette commission a été mise en place par un décret de 2019 et comme vous l'avez indiqué, elle est composée d'à peu près une quinzaine de personnes, mais ce sont les mêmes qui doivent s'occuper de tous les projets stratégiques qui existent sur le territoire. Vous avez cité un certain nombre de projets d'expropriation qui sont en cours. Et donc, la question, c'est de dire que les mêmes personnes ne peuvent pas en même temps gérer tous ces projets, s'occuper encore des petits dégagements des abords, par exemple, d'un terrain exproprié ou d'un espace exproprié, parce que ça faisait que le calendrier d'indemnisation commençait à prendre du temps. Et donc, le Conseil des ministres aujourd'hui a estimé qu'il fallait modifier le décret qui met en place cette commission d'expropriation, qui est une commission nationale, pour permettre la mise en place de plus petites commissions, c'est ce qu'on appelle les commissions ad hoc, c'est-à-dire de petites commissions qui, elles, peuvent rapidement intervenir
pour discuter avec telle ou telle personne concernée par une expropriation, notamment lorsque ce sont des dépendances d'une grande expropriation qui est faite. Vous avez évoqué le cas d'Adéticopé. Mais si on a à côté d'Adéticopé des petits espaces à dégager très rapidement, il vaut mieux mettre une petite commission qui va rencontrer les acteurs concernés, les personnes concernées, discuter avec elles et établir rapidement les préjudices qu'il faut compenser, établir les dédommagements qu'il faut faire et puis régler ces questions rapidement. Donc, le décret de ce matin vise à modifier le décret de 2019 pour permettre la mise en place de ces commissions rapides, on peut dire d'intervention rapide, qui vont pouvoir traiter avec les populations qui sont concernées par des expropriations d'un certain niveau pour faciliter que ces questions ne traînent pas en long et de façon indéterminée parce que la Commission nationale elle-même n'est pas toujours très disponible à plein temps pour régler ces petites questions. Comment s'organise le processus? Alors, normalement, quand on lance un projet d'expropriation, puisque la loi de 2014 que j'ai évoquée indique que lorsqu'on lance l'expropriation, la commission est automatiquement saisie. Donc, ce n'est pas vous qui êtes concerné qui la saisissez immédiatement. Ça fait partie du processus d'expropriation. On détermine un terrain à exproprier, par exemple. Automatiquement, la commission est activée pour pouvoir rencontrer les propriétaires des terrains, discuter du préjudice, de la valeur, des indemnisations à mettre en place, faire des propositions nécessaires et très rapidement passer au paiement de ces indemnisations, de sorte que nous puissions passer à autre chose. Ibrahim Acha Nlassindi, directeur du journal Temps Nouveau. Monsieur le ministre, nous constatons une lenteur dans l'effectivité de la déclaration des biens et avoir des hautes autorités. Et cela donne le sentiment comme s'il n'y aurait pas une volonté politique affichée en ce sens. Monsieur le ministre, quand les toutes premières déclarations? Ça peut vous paraître un peu lent, si vous voulez, le processus. Mais je voudrais rappeler quand même que cette obligation de déclaration qui est prévue par l'article 145 de notre Constitution existe depuis presque 30 ans maintenant. Et que depuis 2019-2020, le gouvernement a pris sur lui de commencer à organiser le cadre d'intervention et de réalisation de cette déclaration des biens. Une loi est intervenue en 2020, a été votée fin 2019, entrée en vigueur en 2020, et nous avions normalement toute l'année 2020 pour faire la sensibilisation. Seulement, nous avions connu Covid, etc., et qui ont ralenti ce processus d'information qui devait être fait vis-à-vis de nos compatriotes. Mais je voudrais aussi rappeler que notre loi élargit le nombre de personnes qui doivent déclarer leurs biens. C'est toutes les administrations publiques, les directeurs d'administration. Il n'y a pas que les hautes personnalités, il y a toutes les administrations qui ont un lien avec la gouvernance et la gouvernance économique. Donc c'est une longue liste qui est publiée et la loi est disponible en ligne au journal officiel. Vous pouvez la consulter pour avoir la liste en question. Ça veut dire que pour organiser un mécanisme de cette envergure, il faut prendre un certain nombre de dispositions pratiques, il faut des tests, il faut organiser physiquement avec le médiateur de la République, d'abord établir dans les compétences du médiateur de la République cette nouvelle fonction. Et donc c'est ce que le gouvernement a fait en modifiant d'abord la loi sur le médiateur de la République, en adoptant un décret sur les services du médiateur de la République pour lui permettre d'organiser administrativement les déclarations des biens. Et puis ensuite, aujourd'hui, le test de ce matin, qui, lui, vient modifier la loi de 2020 sur la déclaration des biens, sur quelques points pratiques pour permettre de faciliter la procédure. Vous savez, le médiateur de la République est chargé de cette fonction, le médiateur est à Lomé. Nous avons des administrations qui sont installées tout le long du pays. Le médiateur doit désigner des délégués à l'intérieur du pays pour recevoir la déclaration de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, les gens ne vont pas quitter Dapaon, Kara, Sokodé pour venir à Lomé pour pouvoir faire leur déclaration des biens. Et donc, il faut organiser cet ensemble. Le projet de loi de ce matin vise donc à améliorer, simplifier cette procédure. Et puis, vous avez voulu savoir à quel moment ça pourrait commencer. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin du processus modification des textes, etc. Avec l'adoption, il nous manquera un décret à adopter et après, le médiateur doit prendre quelques petites dispositions pratiques de sécurisation des déclarations, d'amélioration de ces locaux, de désignation des assesseurs qui doivent accompagner et des greffiers qui doivent accompagner la déclaration des biens. Donc, il ne restera que ces éléments-là à faire. Quels sont ces biens à voir qui feront objet de déclaration, concrètement? Alors, la liste est un peu longue. C'est une question technique. Globalement, on peut retenir les immeubles, que ce soit des terrains, des maisons qui sont construites ou non construites. On a tout ce qui est meubles d'une certaine valeur, notamment tout ce qui est véhicule d'une certaine valeur, les biens, les tableaux d'art et tout ce qui est liquidité d'une certaine valeur, les comptes en banque, dans les institutions financières, qui soient des comptes d'épargne, des comptes courants, y compris les montants qui sont inscrits là-dessus. Et donc, la loi qui est publiée, encore une fois, qui est accessible à tout le monde, liste
tout ce qu'on doit pouvoir déclarer lorsqu'on est assujetti à cette déclaration. Et je rappelle encore que la loi togolaise est accessible en ligne aujourd'hui. Vous pouvez sur Internet, allant au journal officiel du Togo, trouver cette loi-là. Je m'appelle Dieudonné Korolakina. Je suis le directeur de publication du quotidien Togo Matin. Monsieur le ministre, la question de mon confrère me fait bondir et m'amène à poser cette question, c'est-à-dire de savoir concrètement quel serait le canal de déclaration de ces biens. La loi prévoit que le médiateur lui-même fait sa déclaration devant la Cour constitutionnelle. Et ensuite, toutes les autres institutions de la République font leur déclaration devant le médiateur de la République. Donc ça, c'est la première méthode de déclaration. Techniquement, une procédure est décrite là-dessus, sur la déclaration des biens. Ce serait trop long à expliquer, si vous voulez, en détail, mais tout ça va faire l'objet d'une communication grand public. Il y a un formulaire qui sera disponible, qui sera à remplir et qui sera à déposer sous enveloppe scellée, etc., qui sont prévus par les mécanismes. Mais le gouvernement est aussi en train de réfléchir à la possibilité d'organiser une déclaration en ligne. Et tout ça pour simplifier la possibilité de le faire, puisque c'est plusieurs administrations qui sont concernées par cette déclaration. La technologie nouvelle, le numérique sur lequel nous sommes également, va être mis à contribution pour faciliter cette déclaration des biens. Et il me semble que, autant devant le médiateur de la République que devant la Cour constitutionnelle, on devrait à terme pouvoir très rapidement régler ces questions-là. Monsieur le ministre, je suis par exemple producteur, j'ai des hectares de bois. Il sera très bientôt interdit d'exporter du bois. Mais dans ces conditions, qu'est-ce que je fais de mes bois? Alors vous évoquez encore une question d'intérêt national. Vous savez, aujourd'hui, nous avions pour des questions liées au développement durable l'obligation d'entretenir notre couvert végétal, c'est-à-dire en gros nos forêts, nos arbres, et d'en planter énormément. C'est pour ça que le gouvernement lance un projet d'1 milliard d'arbres dans les 10 années à venir. Chacun de nous devrait pouvoir planter des arbres, et pas seulement au 1er juin. Parce qu'aujourd'hui, on oublie que le bois aussi est une bonne filière de business. Mais nous avons lancé, il ne nous a pas échappé, nous avons parlé de ça dans le cadre du projet industriel d'Adétikopé, par exemple, que sur le site d'Adétikopé va s'installer un certain nombre d'entreprises, dont un certain nombre d'entreprises travailleront sur le bois. Ces entreprises ont besoin de créer des emplois au Togo pour nos frères et sœurs. Mais pour créer ces emplois, elles ont besoin de la matière première. Et la matière première, c'est du bois. Donc nous devons préserver notre bois et ne pas l'envoyer à l'étranger, parce que nos propres entreprises locales en auront besoin. Et donc l'interdiction d'exporter le bois veut simplement dire qu'il faut qu'on maintienne ce bois à disposition pour le vendre à nos entreprises ici. Si vous êtes producteur de bois, si vous avez des forêts privées, et je vous encourage à en créer énormément, des forêts privées, ceux qui disposent des terres et qui ne savent pas comment les mettre en valeur, plantez des arbres. Parce qu'au Togo, des entreprises togolaises vont vous acheter votre bois, vont le transformer local, donc en faisant travailler nos frères et sœurs, et vont permettre ici de créer de la richesse et vous-même de vous enrichir. Au fond, pour vous, le producteur, vous ne sentirez pas vraiment la différence. À la limite, vous sentirez une différence en économie, puisque vous ne paierez plus le fret pour l'envoyer à l'étranger, ce sera consommé localement, et donc votre bois sera bien vendu, mais sera vendu au Togo pour des besoins togolais. Monsieur le ministre, le Code de la presse et de la communication, modifié récemment, impose aux organes de presse une mutation vers des sociétés de presse. Et pour être plus pragmatique, qu'est-ce que l'État compte faire pour accompagner la presse dans cette mutation? Alors, le gouvernement vous propose beaucoup mieux que ce que vous décrivez. Vous savez, le code de la presse est une mine d'or pour les journalistes et pour les organes de presse. Je pense qu'il faut prendre le temps de prendre ce code, de le lire véritablement et de voir toutes ces excellentes choses qui sont contenues dans ce code et qui doivent permettre de promouvoir la presse. Le ministre de la Communication et des Médias a enchaîné un certain nombre de formations et d'informations sur le code de la presse pour qu'il y ait une meilleure appropriation de ce code de la presse. C'est l'objet de la communication qu'il a présenté aujourd'hui. Et notamment le processus que vous avez décrit, c'est-à-dire la transition vers la création de véritables entreprises de presse dotées de financement d'entreprises qui peuvent soutenir, créer de l'emploi, soutenir aussi la vie des journalistes. Et vous plaignez bien évidemment les conditions dans lesquelles vous travaillez. Il me semble que si vous faites ce saut qualitatif vers la création de véritables entreprises de presse, naturellement, vous aurez également une meilleure qualité salariale au sein de l'entreprise. Puisque votre ministre même est présent ici, vous me permettrez donc de lui passer la parole pour vous donner plus de détails sur le sujet. Et je crois que c'est un peu l'avantage de l'avoir comme porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire qu'il peut vous apporter plus d'éclaircissements là-dessus. Mais je voudrais simplement, avant de lui passer la parole, vous encourager à vous approprier ce code. Malheureusement, jusqu'à maintenant, les gens n'y voient que les aspects disciplinaires.
en disant qu'il y a des sanctions sur la base du code. C'est un aspect extrêmement mineur dans le code de la presse. Je crois qu'il faut exploiter toutes les autres potentialités du code de la presse, mais avec votre permission, je demanderai au ministre de la Communication d'apporter les réponses nécessaires à cette question. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de choses ont été dites par le ministre et moi. Ce que je voudrais ajouter, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui est prévu par le Code de la presse et de la communication. Et lorsqu'on parle de transformation des organes de presse aujourd'hui en société de presse, c'est un préalable. Vous avez évoqué la possibilité d'aller vers des allègements fiscaux, vers des exonérations de taxes. Pour que ces différentes mesures soient effectives, il faut au préalable que les organes de presse se transforment en société de presse, en entreprise de presse. Et ce préalable-là vaut également pour la mise en place du fonds de soutien et de développement de la presse. Une fois que nous aurons évolué vers des sociétés de presse, nous aurons des organes formalisés avec lesquels l'on pourrait travailler dans des conditions les plus efficaces. Et moi, je voudrais ajouter que, au-delà même de la transformation en société de presse, l'exigence de regroupement des organes est de mise. Tant que nous aurons des organes éparpillés, faibles, sans grande consistance, nous n'aurons pas un milieu ou un paysage médiatique opérationnel, rentable et qui puisse faire vivre les journalistes. Aujourd'hui, nous avons une aide de l'État à la presse. Et comme toute aide, elle ne permet que de soutenir l'activité. Ce n'est pas l'ambition de tout un chacun aujourd'hui. L'ambition, c'est d'avoir des sociétés de presse pérennes, des sociétés de presse fortes, et l'aide de l'État à la presse ne permettra pas d'obtenir ce type de sociétés de presse. C'est d'abord des sociétés privées, et ces sociétés privées doivent être consolidées, et une fois qu'elles sont consolidées, le fonds presse viendra en appui pour accompagner, régler les difficultés qui se posent. Mais aujourd'hui, dans la période transitoire, le gouvernement travaille sur un certain nombre de mesures qui vont être annoncées en temps opportun pour faciliter la mutation des organes de presse en société de presse, pour améliorer la professionnalisation des journalistes et faire en sorte que notre paysage médiatique soit un peu plus professionnel, un peu plus performant. Permettez-moi d'enchaîner. On parle de l'instauration des fonds d'aide et de soutien à la presse. Et d'aucuns pensent que l'instauration de ce fonds va faire disparaître l'aide de l'État à la presse dans sa forme actuelle. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? Alors, je pense que leur analyse est bonne. L'instauration du fonds presse, comme cela va s'appeler, viendra remplacer en réalité l'aide de l'État à la presse dans son état actuel. Mais attention, ce n'est pas parce que ce fonds vient remplacer l'aide de l'État à la presse que ce fonds aura la même destination. Je rappelle que les sociétés de presse sont des entreprises privées. Et ce sont des entreprises qui ont vocation à générer des bénéfices, à être rentables à la base. Mais si l'État apporte son concours, c'est tout simplement parce que dans le milieu des médias, nous sommes sur des acteurs qui sont importants, qui jouent un rôle décisif dans l'instauration de la démocratie, dans sa consolidation. Et c'est pour cette raison que l'État appuie les médias. Maintenant, le fonds presse va avoir d'autres destinations prioritaires, à savoir la formation des journalistes, la formation continue des journalistes, des questions sociales de certains journalistes. Mais comme c'est un texte qui va arriver, la discussion est ouverte avec les différents acteurs pour voir quelle autre destination l'on pourrait assigner à ce fonds presse. Donc aujourd'hui, nous sommes d'abord à l'étape de la transformation. Une fois qu'on aura fini cette étape, nous ouvrirons les discussions pour voir les destinations à assigner au fonds presse. Monsieur le ministre, au terme de votre tournée d'appropriation justement de ce code, vous avez sans doute recensé des inquiétudes, des craintes, des doutes. À quand concrètement ce fonds de soutien annoncé clairement par le Code de la presse et de la communication? Au terme de ces ateliers, mon sentiment est que nous partons d'un peu loin, parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que la compréhension des textes n'était pas la même selon qu'on était acteur ou selon qu'on était du côté des institutions. Donc un travail est fait pour améliorer cette compréhension.
Pour ce qui est du fonds presse, je pense qu'il ne faut pas faire de fixation sur le fonds presse parce que, comme je le disais, nous avons un moratoire de 2 ans encore pour arriver à la pleine exécution du code. Et c'est après ce moratoire-là que le décret sur le fonds presse pourra être proposé. Mais dans cette période transitoire, l'exigence, c'est de faciliter la transformation, d'effectuer la transformation pour avoir des organes formels avec lesquels l'on peut discuter, l'on peut se projeter relativement à ce fonds presse. Vous parlez du professionnalisme dans le domaine de la presse. Mais quand on parle de professionnalisme, nous avons notre conception de cela. Mais au niveau du gouvernement, qu'entendez-vous par professionnalisme et qu'est-ce que vous attendez de la part des journalistes? Le gouvernement n'a pas une doctrine différente du professionnalisme d'un journaliste. Au contraire, la compréhension que vous avez du professionnalisme est la même que celle retenue par le gouvernement. À savoir, le journaliste est quelqu'un de formé pour le journalisme. C'est quelqu'un qui a des règles, un code de déontologie, des droits, des devoirs, et qui, aujourd'hui, est un acteur économique. Donc, tous ces éléments-là doivent être, pour les règles respectées, pour les entreprises mises en place, pour que le milieu fonctionne correctement, soit viable et permette finalement aux journalistes de vivre et d'avoir le respect qu'ils mériteraient dans la société. Malgré tout l'engagement du gouvernement à promouvoir et à ancrer le civisme dans les habitudes, on a l'impression que l'incivisme a toujours la peau dure au sein de la société. Est-ce qu'en amont, vous avez pu faire une analyse profonde des causes de cet incivisme grandissant avant la mise en place de ce conseil? Vous savez, depuis les années 1990, et le vent de démocratisation qui malheureusement a été interprété à tort et à travers, parfois par certains acteurs et par certaines parties de nos compatriotes, on a assisté à des actes inciviques et à une perte de la valeur citoyenne. Il suffit de regarder les désordres en ville, l'irrespect vis-à-vis des institutions de l'État. Regardez comment sont bafouées les armoiries, qui ont un symbole fort de la République. Le drapeau national, vous avez pu le constater. Aujourd'hui, regardez simplement sur les infrastructures, tout l'incivisme qu'il y a sur les infrastructures qui ont coûté de l'argent et qui sont de la dépense publique. Regardez sur le numérique. Vous avez assisté avec nous l'année dernière et cette année encore à tous les désordres que certains de nos enfants, naïvement ou avec ignorance malheureusement, ont commis sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous voyez que c'est un champ qui est très vaste, qui implique l'éducation à la maison, qui implique l'éducation à l'école, qui implique également l'autorité de l'État. Un plan national a été mis en place depuis 2014 pour couvrir ces phénomènes. C'est une préoccupation permanente du gouvernement depuis 2005 d'ailleurs. Et en 2014, nous avons une politique nationale sur le civisme et la citoyenneté. Et entre autres, il est prévu de mettre en place des structures d'accompagnement les plus larges possibles pour pouvoir traiter ce sujet. Pensez bien qu'avec toute la palette que je viens de vous rappeler, vous voyez que ce n'est pas le travail d'un seul homme et d'une seule personne. Et donc, le but du Conseil d'orientation stratégique que le gouvernement a décidé de mettre en place aujourd'hui, c'est d'ouvrir la réflexion à d'autres personnes qu'au seul ministère chargé de la formation à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il faut faire venir dans ce Conseil des parents d'élèves, des personnalités indépendantes, la société civile, et puis les administrations publiques, pour que nous puissions ensemble réfléchir, tous secteurs confondus, sur comment nous adressons le problème et comment nous faisons la sensibilisation, quelles sont les mesures à prendre pour que progressivement nous réinsérions de la citoyenneté, de la conscience patriotique, de la reconnaissance de la chose publique, l'autorité de l'État, dans nos habitudes normales. C'est quelque chose qui doit être spontané. Donc le but de ce conseil qui a été mis en place, probablement qu'il y a d'autres méthodes, mais ce que le gouvernement a choisi de faire, c'est de faire, si vous voulez, une structure collégiale, inclusive, participative, dans laquelle nous puissions ensemble réfléchir avec d'autres acteurs sur comment nous réglons la question du civisme et de la citoyenneté dans notre pays. Donc voilà l'objet du conseil qui est proposé de se mettre en place et qui sera mis en place dans les jours à venir par un arrêté du Premier ministre. Monsieur le ministre, il y a une société civile active au Togo qui parle aussi des questions des droits de l'homme. Comment comptez-vous associer cette société civile pour que le rapport ait vraiment un aspect beaucoup plus consensuel? Sur cette question, je voudrais attirer un peu votre attention là-dessus. Vous savez, notre pays a fait de très grands progrès en matière des droits de l'homme et que personne ne vous complexe sur ces sujets-là. Comme tous les pays au monde, nous avons des défis. Nous avons encore des choses à améliorer. Mais nous avons fait de très grands progrès sur les droits de l'homme dans notre pays.
sur tous les tableaux. La société civile, elle, élabore un rapport qu'on appelle le rapport alternatif, c'est-à-dire qu'elle fait la lecture de ces avancées de son point de vue, et son point de vue est confronté au point de vue de l'État. Mais c'est une contribution, si vous voulez, ce n'est pas deux rapports qui s'opposent. Il est dit alternatif, mais c'est le rapport de l'État qui est présenté. Et ils apportent des contributions. Déjà au Togo, dans la procédure d'élaboration de ce rapport, naturellement, on prend en compte les points de vue contradictoires de tous les acteurs. Quand on arrive à Genève, l'État présente son rapport, eux également font la présentation, essayent de convaincre pour faire passer un certain nombre de recommandations pour que nous en tenions compte nous-mêmes pour l'amélioration des droits de l'homme au Togo. Donc c'est un dialogue qui commence à Lomé, qui continue à Genève, qui va revenir à Lomé, et ensuite dans la mise en œuvre, c'est ensemble que nous mettons en œuvre les recommandations qui sont faites à notre pays. Donc encore une fois, les Togolais doivent être fiers de leur pays. Nous avons été critiqués par le passé, c'est vrai. Nous avons fait de grands progrès. Notre pays est membre du Conseil des droits de l'homme actuellement pour son deuxième mandat, donc c'est une reconnaissance internationale. Des compatriotes sont élus régulièrement dans des comités internationaux sur les droits de l'homme. Ça montre bien que notre pays également est reconnu sur le plan des progrès qu'il fait en matière de droits de l'homme. Donc ne soyez pas complexés par rapport à ça. Il n'y a pas de crainte à avoir, nous devons être fiers du travail que nous faisons, que ce soit sur le plan politique, civil, économique, culturel, social, etc. Nous faisons des progrès. Mais vous voyez, tous les pays les meilleurs au monde n'ont jamais épuisé les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont un défi permanent. Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a planché également sur la question du développement des territoires. Est-ce que vous pouvez être un peu plus ample sur ce texte en préparation? Alors la question qui a fait l'objet de la communication du ministre chargé du développement des territoires, c'est un compte-rendu qui est donné sur la base de la mise à jour d'un guide d'élaboration des plans de développement communaux. On avait déjà un guide depuis 2014. Mais dans le contexte de 2014, nous n'avions pas le même schéma de décentralisation qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 117 communes, nous avons fait un processus sélectif en 2019 qui a donné des résultats avec des conseillers municipaux qui sont en charge de la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement dans leurs communes. Dans le cadre de la feuille de route du gouvernement, il est prévu l'accompagnement sur les 117 à titre pilote de 10 communes dans l'élaboration de leurs plans communaux de développement. Et donc, le ministre chargé du développement des territoires devait mettre à jour le guide de 2014 qui existait. Il l'a fait avec un certain nombre d'équipes d'experts, avec les communes concernées et qui ont participé à l'amélioration de ce guide. Le guide a été validé en atelier au mois de mars et le ministre rendait compte au Conseil et demandait l'autorisation du Conseil pour faire l'édition et la publication du guide. Ce guide a vocation à servir à toutes les communes du Togo, pas seulement aux 10 qui vont être soutenus dans un premier temps, mais à toutes les communes du Togo, parce que le guide montre toute la méthodologie qu'on doit mettre en place pour élaborer son plan de développement communal. Naturellement, les 10 communes seront accompagnées également dans la mise en œuvre sur la base de ce guide. Mais ça, c'est un premier guide qui est prévu pour les communes. Il ne nous a pas échappé qu'il y a une discussion sur l'organisation des élections régionales. À la suite de ces élections régionales, le ministre chargé du développement des territoires est également en train de réfléchir à mettre en place un deuxième guide qui lui va servir au plan de développement des régions. Donc, la première étape actuellement qui porte sur les communes, le Conseil a donné l'autorisation pour qu'il soit divulgué. Et donc, dans les jours à venir, vous allez avoir une grande campagne de communication du ministère chargé du développement des territoires sur l'utilisation de ce guide et son utilité dans l'élaboration des plans de développement. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue. Actualité du Conseil des ministres oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et nous souhaitons déjà bonne fête de Ramadan à tous les musulmans et bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens du Togo et d'ailleurs. Bonsoir.